Bon, alors je disais merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, et bonsoir à toutes et toutes. Et je remercie l'Académie de m'avoir invité à cette rencontre avec une académicienne, en particulier nos secrétaires perpétuels qui ont organisé ce type de rencontre. Alors, je dois dire que je suis quand même un petit peu intimidée d'être là devant vous ce soir, surtout quand on n'aime pas, comme moi, parler de soi. Mais en fait, vous allez voir, je vais surtout vous parler de la Terre, et puis je vais vous parler de science, et je vais essayer de vous faire partager ma passion pour la science. Alors en fait, cette passion, je l'ai depuis assez longtemps, puisque quand j'étais enfant, je voulais être archéologue, et puis j'aimais aussi beaucoup les cailloux, les pierres et les fossiles. Mais comme souvent dans la vie, des rencontres avec des personnes hors du commun vous font changer de perspective. Ainsi, lors de mes études universitaires, les cours d'astrophysique de notre confrère aujourd'hui disparu, Evry Schatzman, m'avaient totalement fascinée. Et même si plus tard, les hasards de la vie ont fait que j'ai plutôt regardé la Terre que le ciel, l'univers, sa structure, son histoire, son évolution continuent à me fasciner. Alors un petit peu plus tard, les cours d'astrophysique, non pardon, les cours d'introduction à la mécanique céleste de notre confrère Jean Kowalewski, et plus particulièrement les cours sur la théorie du satellite artificiel à une époque pionnière de l'exploration spatiale, m'avaient aussi énormément passionnée. Et lorsqu'il m'a été proposé au début des années 70 de rejoindre le Centre national d'études spatiales, et plus particulièrement le groupe de recherche de géodésie spatiale qui avait été nouvellement créé pour développer la géodésie spatiale en France, eh bien, je n'ai pas hésité à tenter l'aventure. Alors à ce stade, j'aimerais rendre hommage à une personne d'exception qui a beaucoup compté dans ma carrière, qui est Michel Lefebvre, qui à l'époque m'a accueilli dans son équipe, m'a initié au calcul des orbites des satellites, et puis à la géodésie spatiale, et plus tard à l'océanographie spatiale. Alors, tout en commençant à travailler sur les orbites des satellites, au CNES, j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat d'État, donc de préparer une thèse, et sur un sujet différent qui était la rotation de la Terre et la cause de ces irrégularités. Comme vous pouvez voir sur la petite animation, la Terre ne tourne pas très rond, elle tourne parfois un peu plus vite et parfois un peu moins vite, et maintenant on sait pourquoi. Et cette thèse, elle a été faite sous la direction de Kurt Lambeck, qui est un de nos membres associés étrangers. Alors la géodésie, qu'est-ce que c'est? Puisque j'ai parlé plusieurs fois de géodésie, mais je n'ai pas encore expliqué ce que c'était. Bon, la géodésie, au départ, c'est l'étude de la forme et de la gravité de la Terre. Et puis aujourd'hui, grâce, je dirais, aux performances des techniques spatiales, la géodésie est au carrefour de nombreuses disciplines en sciences de la Terre, comme par exemple la géophysique interne, l'océanographie, la glaciologie, et, les sciences de l'atmosphère et la climatologie. Alors, en fait, là, maintenant, je me propose de vous présenter un certain nombre de résultats, vous montrer l'état des connaissances dans un certain nombre de domaines, pas tous les domaines couverts par la géodésie, mais un certain nombre de domaines qui correspondent en fait largement à la chronologie de leur développement et à mon implication personnelle dans ces recherches. Alors je vais commencer par la forme de la Terre, comme vous voyez sur cette figure. En fait, on sait depuis longtemps, depuis l'Antiquité, que la Terre est ronde. À la fin du XVIIe, Newton propose qu'en fait la Terre c'est un ellipsoïde aplati. À cause du fait que la Terre n'est pas rigide et qu'elle est en rotation, eh bien, la matière va se déplacer des pôles vers l'équateur et normalement doit être un ellipsoïde. Et cette hypothèse a été confirmée au début du XVIIIe grâce aux expéditions qui avaient été organisées par l'Académie des sciences en Laponie et au Pérou pour mesurer la longueur d'un arc de méridien terrestre. Mais jusqu'au lancement des premiers satellites artificiels, en fait, c'est tout ce qu'on savait sur la forme de la Terre. Alors, il se trouve que forme de la Terre et champ de gravité sont complètement liés.
Et le satellite, en orbite autour de la Terre, décrit une trajectoire qui se déforme en permanence au cours du temps, sous l'effet de toutes les forces auxquelles le satellite est soumis, et la force de loin la dominante, c'est le champ de gravité de la Terre. Alors, pour déterminer ces déformations, on dispose depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs décennies, de techniques qu'on appelle des techniques de poursuite sur satellite, comme c'est schématisé ici sur cette figure à gauche, la télémétrie laser sur satellite qui mesure des distances, ou bien d'autres techniques comme le GPS, que vous connaissez tous, ou bien la technique DORIS qui a été développée par la France et qui est basée en fait sur la mesure de vitesse relative, de vitesse radiale et l'effet Doppler. Alors en s'appuyant sur les équations de la mécanique céleste et en utilisant ces mesures de la position du satellite dans l'espace, on peut revenir aux forces auxquelles le satellite est soumis et en particulier le champ de gravité de la Terre. Alors mes premiers travaux au CNES ont porté sur ces questions, notamment en utilisant le satellite Starlet que vous voyez ici sur cette figure en haut à droite. En fait, Starlet, c'est quoi? C'est une petite boule en uranium qui a été développée et lancée par le CNES en 1975. 47 kilos, c'était mon poids à l'époque, 24 cm de rayon et complètement recouverte de réflecteurs laser. Et en étudiant la trajectoire de ce satellite, eh bien, on peut déterminer le champ de gravité, ou au moins à l'époque, les composantes principales de la gravité, comme l'aplatissement de la Terre, l'ellipticité de l'équateur. L'équateur, ce n'est pas un cercle, mais c'est une ellipse. Et puis, la Terre a aussi une forme en poire. Et puis, vous allez voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, pendant plusieurs décennies, eh bien, c'est cette technique d'étude des trajectoires qui a été utilisée pour déterminer la gravité de la Terre. Et ça, c'était très important parce que on avait besoin, et on a toujours besoin de déterminer la position des satellites dans l'espace, tous les satellites, qu'ils soient des satellites scientifiques ou des satellites d'application. Et pour ça, il faut absolument connaître très bien la gravité de la Terre. Alors, ce domaine, en fait, a été complètement révolutionné en 2009 par le lancement d'un satellite qui s'appelle GOES par l'Agence spatiale européenne qui embarquait un gradiomètre, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un instrument qui a permis en quelques mois seulement de mesurer le champ de gravité de la Terre avec une précision bien meilleure que tout ce qu'on avait été capable de faire jusque-là et une résolution aussi bien meilleure. Alors, le champ de gravité, en fait, on peut le visualiser au moyen d'une surface qu'on appelle le géoïde, qui est une surface équipotentielle du champ de gravité de la Terre. Bon, ça c'est un terme un petit peu technique. Et qui représente en fait la forme qu'aurait la Terre si elle était complètement recouverte d'océan au repos. Et vous avez sur cette figure à droite la forme de la Terre, le géoïde. Vous voyez d'abord que la Terre n'est pas ronde, qu'il y a des creux et des bosses, de grandes étendues spatiales, et notamment une bosse qui est centrée sur l'Islande. Et puis si on regarde notre hémisphère, vous voyez en jaune là une grande bosse qui est centrée sur le Pacifique tropical ouest. Alors pourquoi la Terre n'est pas ronde? Pourquoi il y a ces grands creux et bosses? Eh bien, un certain nombre d'études, j'ai participé à certaines, ont montré au fil des années que ces grands creux et bosses du géoïde, de la forme de la Terre, en fait, sont complètement corrélés aux anomalies de densité profonde dans la Terre, à la base du manteau de la Terre, telles qu'elles nous ont été révélées par la sismologie et qui, en particulier, représentent par exemple les bosses du géoïde sont corrélées aux zones chaudes du manteau, et inversement pour les creux et les zones froides du manteau. Et on pense que ceci représente, en fait, traduit la convection à grande échelle dans la Terre qui anime le manteau terrestre et qui est responsable du mouvement des plaques tectoniques en surface, donc de la formation des chaînes de montagnes et de l'activité sismique et volcanique en général. Alors dans ces domaines aussi, la géodésie spatiale a joué un grand rôle et continue de jouer un grand rôle. Et d'ailleurs, hier et aujourd'hui se déroule au Collège de France un symposium qui est l'anniversaire des 50 ans de la théorie de la tectonique des plaques, avec
les grands pionniers de l'époque, Xavier Le Pichon, Dan Mackenzie, Jason Morgan. Et il se trouve qu'hier, j'ai pu assister à plusieurs des présentations qui ont montré que la géodésie spatiale, aujourd'hui, dans ce domaine-là, on ne peut plus s'en passer. Grâce à la géodésie spatiale, en particulier grâce au positionnement GPS, on peut mesurer les vitesses de plaques. Ceci est illustré sur cette figure, cette carte qui m'a été fournie par notre collègue, notre confrère Éric Calais, qui est entre autres l'organisateur de ce symposium au Collège de France, et qui montre les vitesses relatives des plaques tectoniques telles qu'on peut les mesurer aujourd'hui avec très grande précision, une précision meilleure que le millimètre par an. Alors c'est important de connaître les déplacements à grande échelle des plaques parce que cela informe sur le comportement mécanique des plaques lithosphériques aux frontières où s'exprime l'essentiel de la sismicité du globe. Alors avec cette technique GPS, on peut aussi mesurer de façon encore plus fine ce qui se passe aux frontières de plaques. Et ici, vous avez un exemple de la faille de San Andreas en Californie. Toutes les flèches rouges que vous voyez sur la partie gauche de la figure représentent les vitesses actuelles de milliers de points, tels qu'ils sont mesurés par GPS. Donc vous voyez que dans certaines zones, les déplacements sont nettement supérieurs au centimètre par an. Et en combinant ces informations qui nous donnent les déformations actuelles de cette frontière de plaques, avec des modèles et d'autres informations, eh bien, on est capable de déterminer la probabilité de rupture de la croûte terrestre, non pas exactement la date, mais les endroits où il y a la plus grande probabilité de rupture et donc de séisme dans le futur. Alors avec la géodésie, on ne mesure pas seulement la tectonique des plaques, mais on mesure aussi plein d'autres phénomènes, plein d'autres déformations. Et là, j'ai choisi de vous en montrer une parce que je la trouve assez intéressante. C'est le mouvement du centre des masses de la Terre. Alors, le centre de masse qui est situé à 6400 km sous nos pieds. Avec la géodésie, on est capable de déterminer ces mouvements. Et là, vous voyez dans le cube à gauche, ce mouvement entre 1993 et 1997, c'est un peu compliqué comme mouvement, mais c'est très petit, c'est quelques millimètres. Et en fait, c'est inscrit dans un cube qui a à peu près la dimension d'un apéricube. Alors pourquoi c'est important de connaître le mouvement des centres de masse de la Terre ? Eh bien, par exemple, parce que le satellite orbite autour de la Terre par rapport au centre de masse de la Terre, mais les stations de mesure, elles sont repérées dans un référentiel qui est lié à la Terre, donc centré sur ce qu'on appelle le centre de figure de la Terre. Donc il faut être capable de raccorder les deux repères, et donc pour ça, on a besoin de connaître le centre de masse de la Terre. Alors, si la Terre n'est pas ronde, eh bien, la mer n'est pas plate non plus. Et ça, on l'a découvert grâce à une autre technique qu'on appelle l'altimétrie spatiale. Alors, l'altimétrie spatiale, c'est quoi ? En fait, ce sont des satellites qui embarquent des radars altimètres, qui permettent de mesurer la topographie de surface de la mer, avec un quadrillage très fin, comme vous voyez ici, couverture de la Terre, donc de l'océan, en quelques jours. Et au bout de quelques jours, le satellite repasse exactement au même endroit, donc on peut suivre éventuellement des évolutions temporelles. On verra tout à l'heure certaines applications. Alors la surface de la mer, en fait, elle n'est pas plane parce qu'elle est faite de deux composantes. Une composante qu'on appelle la topographie permanente, qui a une amplitude assez importante, on va dire en gros de 1 mètre à 100 mètres, qui en fait coïncide avec le géoïde dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on a vu une représentation à très grande échelle, et donc qui représente le champ de gravité de la Terre. Et puis superposé à ça, il y a une topographie qui varie dans le temps, qui est à peu près 100 fois plus petite en amplitude, qui est donc beaucoup plus difficile à mesurer, et qui reflète la circulation océanique, les marées, etc. Et ça, j'y viendrai dans un instant. Alors, cette topographie permanente, aux échelles géographiques, on va dire, inférieures aux milliers de kilomètres, de quelques centaines de kilomètres à peu près 1 millier de kilomètres, eh bien, c'est une image parfaite, parfaitement fidèle des fonds marins. Au-dessus d'un volcan sous-marin, comme c'est schématisé ici, eh bien, la mer se bombe,
Et puis, au-dessus d'une fosse sous-marine, bon, alors c'est pas indiqué sur la figure, mais la mer, on va observer une dépression de la surface de la mer. Alors, les premiers satellites altimétriques, en fait, n'avaient pas la capacité, disons, n'avaient pas la précision nécessaire pour mesurer les phénomènes océanographiques dont je vais parler tout à l'heure, mais par contre, ont pu mesurer facilement cette topographie permanente de la surface de la mer. Et là, je vous montre une carte qui a été obtenue dans notre équipe à Toulouse en 1978, basée sur les mesures d'un satellite américain, SISAT, qui a fonctionné que 3 mois parce qu'il est très vite tombé en panne, mais en 3 mois, il a pu faire une cartographie complète des océans, de la surface marine, et déterminer cette topographie permanente. Et là, c'était une grande surprise, parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce que vous voyez sur cette figure, que la surface marine permanente, c'est des ondulations, des fractures, des bosses, qu'on a très vite pu corréler à des montagnes sous-marines. Et plus tard, eh bien, des cartes un peu plus précises ont été obtenues par différentes équipes, en France et dans le monde, et vous avez ici une représentation en combinant des mesures de plusieurs missions altimétriques. Alors, et là, ce que vous voyez, on voit très bien la signature, par exemple, des dorsales océaniques au milieu, alors je ne sais pas si je peux utiliser ça, par exemple ici au milieu de l'Atlantique, toutes les grandes fosses du Pacifique, les chaînes de volcans, comme ici la chaîne d'Hawaï et d'autres. Et donc, comme j'ai dit, cette topographie de la surface marine reflète, c'est une image des fonds marins. Donc, très vite, par des méthodes d'inversion mathématique, eh bien, un certain nombre d'équipes, dont encore une fois la nôtre en France, a pu déterminer la topographie des fonds marins. Alors, ça a été fait aux États-Unis, mais si je vous montre une carte qui a été obtenue en France avec le soutien de l'ESA et qui reflète la topographie des fonds marins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de carte a été obtenu au milieu des années 90. Et jusque-là, en fait, la topographie des fonds marins, qu'on appelle aussi la bathymétrie, n'était connue que par des mesures depuis les bateaux, par sondage acoustique, le long des grandes routes maritimes, donc avec une assez bonne couverture dans l'Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord, et puis de vastes zones absolument pas couvertes dans l'hémisphère sud. Alors, connaître la bathymétrie, la topographie des fonds marins, ça a plein d'applications. Par exemple, pour l'exploration pétrolière en mer, pour la pêche, et puis aussi pour la navigation des sous-marins. Alors là, je voudrais rappeler une chose intéressante, c'est qu'au milieu des années 80, exactement en 1985, les militaires américains ont lancé un satellite qui s'appelait GeoSat, uniquement dans le but de réaliser un quadrillage très serré de l'ensemble des océans et donc de mesurer cette topographie de la surface de la mer pour en déduire la topographie des fonds marins, la bathymétrie, et cela pour la navigation des sous-marins. Et ces données, elles sont restées classifiées pendant 10 ans, jusqu'à ce que, en 1995, l'Agence spatiale européenne utilise un de ses satellites civils, le satellite ERS-1, pour faire exactement la même chose. Alors du coup, les Américains, les militaires américains ont déclassifié leurs données. Les scientifiques se sont emparés de ces deux jeux de données parce qu'en fait, en combinant les deux, eh bien, ils obtenaient un quadrillage 2 fois plus serré et ont pu obtenir des cartes à très très haute résolution de la topographie des fonds marins sur l'ensemble du domaine océanique. Alors avec ce type de données, à la fois le géoïde, la surface marine, la bathymétrie, eh bien, beaucoup de découvertes ont été réalisées par différentes équipes dans le monde sur, par exemple, la structure et l'évolution des plaques lithosphériques. Donc, on en a parlé tout à l'heure, cette couche plus ou moins rigide qui recouvre la surface de la Terre. On a découvert des instabilités convectives dans le manteau supérieur et puis des dizaines de milliers de monts sous-marins qui n'étaient pas connus ou pour ceux qui étaient connus, en fait, étaient très mal localisés. Et ici, je vous montre une carte qui m'a été fournie par un collègue américain qui montre tous ces petits points rouges et ces petits points bleus coïncident avec des montagnes sous-marines
voyez, 25 000 monts sous-marins dont l'altitude dépasse à peu près 100 mètres et 8 000 dont l'altitude dépasse 1 km. Et encore une fois, la moitié n'était pas connue. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça permet, entre autres, outre les problèmes de navigation sous-marine, eh bien, d'apporter des contraintes sur l'activité volcanique à la surface de la Terre. Alors, la précision de mesure de la hauteur de la mer par cette technique de l'altimétrie, eh bien, elle n'a fait que croître, que s'améliorer au fil des décennies. Il y a 40 ans, la pression, c'était de l'ordre du mètre, suffisant donc pour déterminer cette topographie permanente. Il y a 25 ans, à peu près 10 cm, aujourd'hui 1 à 2 cm. Alors il y a 25 ans, avec le lancement, le développement et le lancement du satellite franco-américain Topex Poséidon, eh bien, a été ouverte, on va dire, l'ère de l'altimétrie de haute précision et le début de l'océanographie spatiale. Et vous voyez sur cette figure la constellation de tous les satellites altimétriques de haute précision qui sont utilisés aujourd'hui pour étudier la dynamique des océans. Donc Topex a été suivi d'autres satellites développés aussi en collaboration entre la France et les États-Unis. Maintenant, l'Europe participe. Donc Jason 1, Jason 2, Jason 3, il y a des satellites de l'Agence spatiale européenne, Envisat, Sentinel-3, et puis un satellite franco-indien, Sara-Laltica. Donc, il y a 25 ans, avec l'objectif de la mission Topex Poséidon, c'était de déterminer la circulation des océans. Alors, ici, il y a une petite animation, mais visiblement... Ah, ça marche. Alors, les couleurs sont un petit peu modifiées par rapport à l'original, mais enfin, voilà. Ah, voilà. Donc là, ça marche bien. Alors, comment est-ce qu'on mesure la circulation des océans avec l'altimétrie ? En fait, on mesure, encore une fois, la topographie de la surface de la mer, mais cette fois-ci, celle qui se superpose à cette topographie permanente dont j'ai parlé tout à l'heure et qui représente le champ de gravité. Donc, en fait, en mesurant cette topographie, on a accès au courant. Pourquoi ? Parce qu'en vertu d'un état d'équilibre qui existe aussi dans l'atmosphère, qu'on appelle l'équilibre géostrophique, la vitesse du courant est proportionnelle à la pente de la surface marine. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en arrière, mais voilà. Donc, en mesurant cette topographie qu'on appelle dynamique, la topographie propre à l'océan, eh bien, on a les courants. Alors là, vous voyez ce qu'on a découvert. Là, il s'agit du Gulf Stream, bien sûr dans l'Atlantique Nord. Et ce qu'on a découvert, c'est que, tout comme l'atmosphère, l'océan est un milieu très turbulent, que les grands courants comme le Gulf Stream ou d'autres, en fait, ne sont pas des structures linéaires, mais sont faites de tourbillons, dont la dimension, c'est à peu près une centaine de kilomètres ou un peu plus, qui ont des durées de vie limitées. Donc, il y en a qui se forment, qui meurent, d'autres qui se reforment, etc. Alors, pourquoi c'est important de connaître la circulation des océans ? Alors, bien sûr, pour la navigation, mais aussi pour toutes les applications au climat, on a besoin de savoir comment la chaleur est transportée par les courants océaniques d'une région à l'autre de la Terre. Alors aujourd'hui, une des applications phares de l'altimétrie spatiale, et notamment depuis qu'on a accès à cette précision centimétrique, eh bien, c'est la hausse du niveau des océans en lien avec le réchauffement climatique. Et vous voyez sur cette petite animation eh bien, que la mer monte. Là, cette figure et cette animation démarré en 1993, et effectivement, depuis 1993, donc date qui coïncide peu après le lancement de Topex Poséidon, en utilisant tous les satellites de la constellation haute précision dont je viens de parler, eh bien, on mesure avec très grande précision la hausse du niveau moyen des océans, que vous voyez représentée ici sur cette figure statique. Donc, vous voyez que non seulement la mer monte, mais qu'elle accélère. Alors ici, cette figure, enfin le dernier point de la figure, en haut à droite en rouge, est très récent puisqu'il date de la fin du 25 mai dernier. Donc la mer monte. Et puis, ce qu'on a découvert aussi avec l'altimétrie, grâce à cette couverture globale du domaine océanique, on peut calculer la même chose en tout point de l'océan, et on a découvert que la mer ne monte pas du tout à la même vitesse partout. Il y a de grandes disparités régionales.
Et ici, vous avez les tendances en tout point de l'océan sur la période 1993-1997. Alors, l'échelle des couleurs, c'est en millimètres par an. Quand on va du jaune au très rouge, eh bien, ça veut dire que ça monte de plus en plus vite ou de plus en plus. Et ce qu'on voit très bien sur cette figure, c'est qu'il y a des régions comme par exemple le Pacifique tropical ouest, ou bien le nord du Pacifique, ou encore le courant, enfin, autour, dans l'hémisphère sud, autour du courant austral, eh bien, la mer a monté beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Alors, ce que j'ai oublié de dire là, je reviens sur la figure précédente, c'est qu'en fait, on observe qu'en moyenne, la mer a monté de 3 mm par an depuis 25 ans. Ça fait à peu près 8 cm d'eau répartie sur le domaine océanique. Et si vous mettez cette eau sur les terres immergées, en oubliant les montagnes et tout, eh bien, ça ferait quand même 20 cm, une pellicule de 20 cm d'eau, ce qui est pas rien. Et puis maintenant, si on revient sur cette figure, eh bien, dans certaines régions, comme la mer est montée 3 fois plus vite que la moyenne, notamment dans le Pacifique Ouest, eh bien, c'est pas 8 cm, mais c'est plutôt 25 cm sur les 25 dernières années, ce qui commence à faire beaucoup. Et puis, comme on sait que la mer va continuer à monter, ça va être encore beaucoup plus dans le futur. Alors, pourquoi la mer monte ? Eh bien, je fais une petite parenthèse. La Terre, aujourd'hui, est en état de déséquilibre énergétique. Elle renvoie moins d'énergie vers l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil, donc elle accumule de l'énergie. Et cette énergie s'accumule sous forme de chaleur dans le système climatique. Et on sait aujourd'hui, grâce à des mesures de température de l'océan, notamment celles qui sont réalisées depuis une quinzaine d'années grâce au flotteur automatique Argo, dont vous voyez ici un petit schéma, et la carte en bas, en dessous, vous représente la couverture. À peu près, il y a à peu près 4000 flotteurs en activité aujourd'hui, qui mesurent sur une épaisseur de 2000 mètres dans l'océan la température à tous les niveaux. Ça mesure aussi la salinité, mais donc en particulier la température. Et grâce à ça, on a vu que l'océan se réchauffe et que c'est lui le grand réservoir de chaleur du système climatique. Et on peut dire qu'aujourd'hui, cet excès de chaleur dont on pense qu'elle est liée aux activités humaines, aux émissions de gaz à effet de serre, eh bien, est stocké pour plus de 93% dans l'océan. Alors, les 7% restants servent à réchauffer l'atmosphère, et quand on parle du réchauffement, on pense plutôt à la température de l'air, mais vous voyez, c'est que 2,3% de cet excès d'énergie. Ça sert aussi à réchauffer les surfaces continentales et à faire fondre les glaces. Alors, à la fois la banquise et les glaces continentales. Alors, les glaces continentales fondent, les glaciers de montagne, bon, c'est bien connu. Et vous voyez, vous avez en haut une image d'un des glaciers dans les Alpes suisses, une image prise en 1900 et une autre image photo prise en 2008, à peu près sous le même angle, et on voit que ce glacier a complètement disparu. Mais il n'y a pas que les glaciers de montagne, il y a aussi le Groenland et l'Antarctique, qu'on appelle les calottes polaires, qui perdent de la glace, on va le voir, de manière accélérée. Sur la figure en bas à gauche, vous voyez le recul d'un des plus grands glaciers du Groenland, qui est situé du côté ouest du Groenland, le glacier qui s'appelle Jacobsen Isbrae, qui a reculé d'à peu près 30 km en 150 ans, puisque vous avez les dates là, et puis de 20 km en seulement 15 ans. Donc c'est un phénomène qui s'accélère, et on a la même chose en Antarctique. Alors, surveiller les calottes polaires, c'est extrêmement important. On les surveille aujourd'hui depuis l'espace parce que ce sont les grands réservoirs d'eau douce de la planète. Et on sait que si le Groenland fondait, la mer monterait de 7 mètres. Si l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie la plus instable du continent, perdait toute sa glace, eh bien, la mer monterait de 5 mètres. Alors, 5 plus 7, ça fait 12. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on surveille justement la perte de masse de glace du Groenland et de l'Antarctique ? Eh bien, depuis une vingtaine d'années, on les surveille aussi depuis l'espace. Avant le début des années 90, en fait, on n'avait pas de moyen de déterminer les variations de la masse de glace totale des deux calottes, parce qu'il faut aller sur le terrain, c'est des endroits reculés, c'est compliqué, etc. Et donc, on utilise les satellites. Et en particulier, depuis 2002,
la mission de gravimétrie spatiale qui s'appelle GRACE, qui a été développée par les Américains et les Allemands, et qui mesure, c'est une mission révolutionnaire, je dois dire, elle mesure toutes les variations de masse à la surface de la Terre et dans la Terre, avec une résolution temporelle de l'ordre d'un mois et une résolution au sol d'à peu près 300 km. Alors GRACE, vous voyez, c'est deux satellites qui je dirais, volent en formation sur la même orbite, donc, qui sont espacés d'à peu près 200 km et qui mesurent en permanence leur distance mutuelle avec une précision de l'ordre de quelques microns. Alors cette distance, elle varie au cours du temps, suivant que l'un ou l'autre satellite va survoler une anomalie de masse. Et en mesurant donc les variations de la distance, eh bien, on a accès aux anomalies de masse. Et comme les satellites repassent sur les mêmes zones tous les mois, etc., eh bien, on peut suivre les évolutions temporelles de ces redistributions de masse. Et en particulier, ce qui se passe au Groenland et en Antarctique. Et ici, vous voyez sur cette figure, cette courbe-là représente la diminution, la perte de masse de glace du Groenland, qui est mesurée depuis l'espace, donc depuis... avant GRACE, on utilisait d'autres techniques, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, en particulier on utilisait l'altimétrie. Et l'échelle ici est en milliards de tonnes. Vous voyez que depuis les années 95, enfin sur 20 ans, 95-2015, eh bien, c'est plus de 3000 milliards de tonnes de glace qui ont été perdues par le Groenland. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que le phénomène s'accélère. On observe la même chose pour l'Antarctique. Alors ici, sur cette figure, vous avez de manière séparée ce qui se passe en Antarctique de l'Est. C'est la courbe en haut, qui est la plus en haut de cette figure. Ce qui se passe dans la péninsule antarctique, c'est la courbe en violet, plutôt rose foncé. Et puis, si on regarde le total et qu'on compare à ce qui se passe en Antarctique de l'Ouest, on voit tout de suite que c'est l'Antarctique de l'Ouest qui contribue le plus. Et donc, en fait, là, il y a une grosse préoccupation parce qu'on sait que cette partie-là de l'Antarctique est instable. Le socle rocheux est situé sur le niveau de la mer. Et ce qu'on observe aujourd'hui, on ne sait pas du tout si c'est un phénomène temporaire, si l'accélération qu'on voit est un phénomène temporaire, ou si c'est le début d'un emballement à long terme. Et donc là, les avis sont partagés. Et donc, il faut continuer à observer pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors la mer monte, je vous ai montré ça tout à l'heure. Les deux causes principales, c'est donc le réchauffement de l'océan se réchauffe, l'eau se dilate et la mer monte. Et puis la deuxième grande cause, c'est les apports d'eau douce à l'océan, et pas bien sûr la banquise, parce que c'est déjà de la glace qui flotte. Donc c'est le problème du glaçon dans un verre d'eau. Quand le glaçon fond, le niveau de l'eau dans le verre ne monte pas. Mais par contre, les glaces continentales, quand elles fondent, elles font monter le niveau de la mer. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous ces systèmes d'observation, j'en ai évoqué quelques-uns, qui nous permettent non seulement de voir que la mer monte avec les satellites altimétriques, et puis en parallèle de quantifier chacune des contributions et de vérifier si ce qu'on observe d'une part avec l'altimétrie spatiale pour la hausse de la mer, eh bien, on est capable de l'expliquer. Et sur cette figure, eh bien, vous voyez que la réponse est oui. Alors, que représente cette figure, en fait? Elle représente pour chaque année, depuis 2005, donc 2005, 2006 jusqu'à 2015, le niveau moyen de la mer, moyenné sur une année, en rouge, et en bleu, la somme des contributions calculées donc, avec les différents systèmes d'observation que j'ai évoqués. On voit que, premièrement, ça ne fait qu'augmenter au fil du temps. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on explique bien ce qu'on observe. Donc d'abord, nous, les scientifiques, on est contents. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de contribution manquante auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, en fait, qu'on maîtrise assez bien la problématique. Alors vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des grands organismes internationaux qui s'intéressent au climat ou qui surveillent le climat considèrent que le niveau moyen de la mer, c'est un des meilleurs indicateurs du réchauffement climatique, sans doute bien meilleur que la température moyenne du globe dont on parle souvent, parce que justement, le niveau moyen de la mer intègre les réponses de plusieurs composantes du système climatique. Et aujourd'hui, l'Organisation météorologique mondiale et la Convention cadre des Nations Unies
pour les changements climatiques, en fait, utilisent, depuis peu d'ailleurs, mais utilisent aujourd'hui le niveau de la mer comme indicateur du changement climatique. Par ailleurs, le fait de mesurer ce niveau moyen de la mer et puis de l'expliquer, ça permet de détecter des accélérations. On a vu la cause de l'accélération de la hausse du niveau des mers, c'est la fonte des calottes polaires. Et puis enfin, ça permet de valider les modèles de climat qui sont utilisés pour prédire le climat du futur. Si les modèles de climat ne sont pas capables de reproduire ce qui se passe aujourd'hui, on a un problème pour avoir confiance dans ce qui se passera dans le futur. Alors, on voit que le niveau de la mer, c'est un indicateur du changement climatique, mais ce qu'on essaye de faire aussi, ce qui est très important, c'est une autre application, c'est savoir qu'est-ce qui se passe à la côte, parce que c'est là que la hausse du niveau des mers va impacter les populations. Alors, vous n'allez pas me croire, mais aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question, est-ce que le niveau de la mer à la côte monte à la même vitesse qu'au large, cette vitesse qu'on observe au large avec les satellites altimétriques. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que quand on s'approche des côtes, les satellites altimétriques deviennent de moins en moins performants. La tâche au sol du faisceau radar, quand on s'approche de la côte, va intégrer des réflexions parasites qui viennent des terres émergées et on ne sait plus très bien interpréter les données. Alors, jusque-là, les choses, il ne s'est pas passé grand-chose, je dois dire. Enfin, il s'est passé des expertises techniques dans les laboratoires ou dans différents groupes, mais aujourd'hui, on ne dispose pas encore d'une longue série temporelle de hausse du niveau des mers à la côte. Et les choses sont en train de changer de manière très rapide. Et avec l'aide des agences spatiales, dans beaucoup d'équipes dans le monde, y compris en France, eh bien, on essaye de déterminer justement cette hausse du niveau de la mer à la côte. C'est très important pour étudier les impacts. Il faut savoir que la plupart des littoraux du monde sont en érosion, 70% des plages sableuses, mais aujourd'hui on ne sait pas vraiment quels sont les rôles respectifs des phénomènes naturels comme les tempêtes hivernales notamment, des activités humaines et de la hausse du niveau des mers dans le recul du trait de côte et l'érosion du littoral. Donc c'est une problématique extrêmement importante auxquelles les équipes impliquées s'intéressent de plus en plus. Alors le dernier volet que je voudrais aborder ce soir, c'est l'étude des eaux continentales à partir de l'observation spatiale. Et là aussi, c'est un domaine qui, depuis une quinzaine d'années, révolutionne complètement notre connaissance des ressources en eau sur la planète. Comme on peut l'imaginer, avec la qualité de l'eau, la gestion des ressources en eau est un problème clé pour de nombreuses sociétés humaines. Alors il se trouve que, en fait, l'eau, si elle est abondante, et ça a été expliqué par notre confrère Guylain de Marcilly lors de son 5 à 7, cette eau, en fait, elle est très mal répartie. Et juste pour donner l'exemple de l'Asie, qui concentre 60% de la population mondiale, eh bien, elle n'a que, je pense, autour de 35% des ressources en eau. Alors, on a besoin de connaître, de gérer l'eau pour plein d'applications, comme c'est indiqué ici, pour gérer les ressources, notamment pour l'irrigation des cultures. Il faut savoir que plus de 70% des prélèvements de l'eau sont pour l'agriculture, l'irrigation des cultures. Donc, on a besoin de connaître les ressources pour les besoins domestiques, pour l'industrie, pour la production d'énergie hydroélectrique, pour la prévision des risques, des événements extrêmes comme les inondations, les sécheresses, aussi pour la prévision météo, la modélisation du climat, la navigation, etc. Enfin, pour tout un domaine d'application. Alors, il se trouve que non seulement l'eau est mal répartie, mais en plus, les stocks d'eau varient à la fois dans le temps, et surtout dans le temps, pas trop dans l'espace, mais surtout dans le temps, à cause de plusieurs phénomènes, en fait deux grands phénomènes. D'une part, la variabilité climatique interne, et en particulier au moment des événements El Niño, les bassins tropicaux vont stocker plus ou moins d'eau.
Et puis les activités humaines, avec la construction de barrages sur les fleuves ou bien le pompage de l'eau dans les aquifères, eh bien, modifient l'hydrologie des bassins versants et donc modifient les stocks d'eau à la surface des continents. Alors on a besoin, pour gérer ces ressources, d'avoir des données sur l'eau. Le problème, c'est qu'avec les réseaux in situ, eh bien, on a beaucoup de problèmes. Et là, juste pour vous donner un exemple, vous voyez sur cette figure la couverture, à la fois dans le temps et dans l'espace, d'une des plus grandes bases de données mondiales qu'on appelle le Global Runoff Data Center, qui collecte et gère les données de hauteur d'eau et de débit des fleuves sur l'ensemble de la planète. Alors, les petits points, ça vous représente la couverture spatiale et les couleurs, la couverture temporelle. Alors, premièrement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de régions qui ne sont pas couvertes. Et puis, deuxièmement, quand vous regardez les couleurs, par exemple, les points rouges indiquent que les données dans cette base de données mondiale qui est censée collecter toutes les données existantes, eh bien, ces données, il n'y a pas de données après 1980. Les points jaunes indiquent qu'il n'y a pas de données après 1990, etc. Et les seules régions du monde où on a des données à jour, eh bien, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Alors, j'ai dit que dans certaines régions, il n'y a pas de données. En fait, c'est pas toujours vrai. Dans certains pays, ces données existent. Sauf que les données sur l'eau ont une valeur commerciale et l'eau, c'est aussi un enjeu de sécurité nationale et certains pays conservent leurs données et ne les mettent pas à disposition de la communauté mondiale et en particulier de la communauté scientifique, ce qui est un vrai problème. Alors avec l'espace, eh bien, on n'a plus ces problèmes parce que l'espace ignore les frontières et il y a une quinzaine d'années, il y a un certain nombre d'équipes dans le monde, y compris en France, qui se sont dit que si l'altimétrie spatiale bien que l'altimétrie spatiale ait été développée pour étudier les océans, on pouvait sûrement s'en servir pour étudier les eaux de surface sur les continents. Et c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on mesure de façon routinière, avec toute la constellation des satellites altimétriques dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai montré tout à l'heure, eh bien, les hauteurs d'eau sur les lacs, sur les grands lacs et les grands fleuves de la planète, de façon continue. Sur les fleuves, on peut aussi en déduire les débits, ce qui est la donnée importante pour les hydrologues et les organismes qui gèrent les ressources en eau, dont les agences de bassin. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ici, il s'agit d'un exemple sur le lac qui s'appelle Tonlé Sap, situé au Cambodge, où toutes les populations sont installées le long du lac. Ce lac présente des variations saisonnières extrêmement importantes, de plusieurs mètres, vous voyez, sur cette figure. Et puis, d'une année à l'autre, en fait, les maximums d'eau ne sont pas du tout équivalents. Ça peut varier aussi de plusieurs mètres d'une année à l'autre. Donc, il est extrêmement important pour prévoir un petit peu à l'avance, et en particulier pour prévoir les inondations, de disposer de séries temporelles de hauteur d'eau. Et là, vous avez un exemple obtenu à partir de l'altimétrie spatiale, en combinant les données de plusieurs missions. Les variations de la hauteur d'eau de ce lac entre 1993 et 1998. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est d'utiliser l'altimétrie spatiale dans les bassins qui ne sont pas du tout couverts par des réseaux in situ, et c'est le cas notamment en Afrique. Donc, je vous montre un exemple dans le bassin du Congo. Les petits points, alors je ne sais pas si vous apparaissent bleus et rouges, mais enfin, bon, on voit surtout les bleus, représentent ce que nous, on appelle des stations virtuelles altimétriques. Ce sont les endroits où le satellite va traverser le fleuve, et à chaque fois qu'il va passer au-dessus du fleuve, va faire une mesure du niveau d'eau, et puis lorsqu'il va repasser la fois suivante, il va remesurer le niveau d'eau, etc. Et on va être capable de construire des séries temporelles de niveau d'eau sur plusieurs années, plusieurs décennies. Et donc, ici, on a normalement une animation. Alors, pardon. Je ne sais pas si elle va marcher. Voilà.
Donc c'est toujours sur le bassin du Congo. C'est juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec l'altimétrie sur plusieurs années. Alors ce que vous voyez en bleu, c'est les périodes de basse eau, en jaune et rouge les périodes de haute eau. Donc on est capable de fournir ce type d'informations à toutes les entités qui s'intéressent à l'utilisation des ressources en eau pour la navigation, pour la gestion des ressources, etc. Alors, le CNES et la NASA sont en train de développer et vont lancer en 2020 une nouvelle mission qui est basée sur un nouveau concept altimétrique, qui est l'altimétrie interférométrique à large fauché, qui va être totalement révolutionnaire pour la gestion des eaux de surface, puisque grâce à cette mission, on va être capable de mesurer les niveaux d'eau et les débits des fleuves sur l'ensemble de tous les plans d'eau de la planète, toutes les rivières, tous les lacs, avec une résolution de 50 mètres partout. Donc, certainement révolutionnaire, non seulement pour la gestion, mais aussi pour la prévision des événements extrêmes comme les inondations. Alors l'altimétrie joue un très grand rôle aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. La gravimétrie, dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoquée pour la mesure des variations de masse du Groenland et de l'Antarctique, c'est aussi utilisé, et beaucoup utilisé, pour déterminer les variations des stocks d'eau sur les continents. Alors cette mission, j'ai dit, mesure l'ensemble des redistributions de masse, et dans les bassins, sur les continents, dans les bassins hydrographiques, en fait, va mesurer le stock d'eau total, c'est-à-dire ce qui se passe en surface, dans la partie racinaire de la végétation, ce qu'on appelle l'humidité des sols, et puis surtout ce qui se passe dans les nappes profondes, les aquifères, qui sont les réservoirs auxquels on a difficilement ou pas du tout accès grâce aux mesures in situ. Alors avec GRACE, on est capable de suivre la diminution du stock d'eau dans les grands aquifères de la planète. Et vous voyez ici une courbe, une série de courbes qui vous montrent le fait que les pentes aillent de la gauche vers la droite, vers le plus haut jusqu'au plus bas, montrent que les stocks d'eau dans ces grands aquifères en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou encore dans le bassin en Inde sont en train de diminuer. Et la période qui est couverte ici, c'est 2002-2013. Et je vais vous montrer un autre exemple dans le bassin du Gange et du Brahmapoutre, au nord du continent indien. Ce que vous voyez ici en bleu représente une diminution de l'eau dans les nappes profondes, les aquifères, vue par GRACE. Et cette courbe ici vous montre la diminution de l'eau dans les aquifères, dans le bassin du Brahmapoutre, depuis 2003, et on voit que il y a des petites fluctuations d'une année à l'autre, mais que vous voyez que la tendance générale est à la diminution du stock d'eau. Et on sait que ces régions-là, ce sont des régions où il y a des millions, je crois, de puits qui sont creusés par les agriculteurs pour irriguer les cultures. Mais la conséquence, c'est que le stock d'eau est en train de diminuer. Alors, j'en arrive un peu à la dernière partie de mon exposé, vers la fin. J'aurais pu vous parler ce soir de beaucoup d'autres applications de l'espace à l'observation de la Terre, à l'observation de la planète, comme par exemple la mesure du champ magnétique et de ses variations par la constellation des satellites SWARM, qui ont été développés par l'Agence spatiale européenne, qui sont toujours en orbite et qui produisent des mesures extrêmement importantes sur le champ magnétique du noyau de la Terre ou de la croûte terrestre. J'aurais pu aussi vous parler d'une diminution des glaces de la banquise, mesurée notamment du volume de glace de la banquise, mesurée notamment par le satellite Cryosat de l'Agence spatiale européenne. Vous voyez sur cette figure qu'entre 1979, c'était avant Cryosat, donc c'était basé sur d'autres mesures, et 2016, la banquise a perdu un volume absolument considérable. J'aurais pu aussi vous parler de la concentration en chlorophylle des eaux de surface de l'océan, c'est-à-dire de la concentration en phytoplancton, qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans l'océan et qui en fait est un indicateur de la biodiversité marine qu'on connaît très mal, dont on pense qu'elle est certainement plus importante que la biodiversité des forêts tropicales.
Et selon notre collègue Gilles Boeuf, seulement 15% des espèces connues dans l'océan, des espèces marines sont connues dans l'océan, et il y en existe certainement beaucoup plus. Alors vous voyez sur l'animation à gauche, la concentration en phytoplancton. En fait, ce qu'on mesure, c'est la concentration en chlorophylle, le long des côtes de l'Amérique du Nord. Donc là, c'était pendant quelques années. Et puis, vous voyez le genre de carte globale qu'on est capable de faire. En fait, là, c'est une carte statique à une époque donnée, mais on peut produire des séries temporelles de cartes sur toute la planète, enfin, sur tout le domaine océanique. Alors, si j'ai appelé le titre, enfin, si j'ai proposé le titre de cette rencontre, La Terre, une planète pas comme les autres, c'est parce que, comme vous le savez bien, la Terre, ce n'est pas une planète comme les autres, c'est la seule, au moins dans le système solaire, à abriter une vie évoluée. D'ailleurs, j'ai découvert très récemment qu'en 1988, Ishaq Rasool, qui était alors responsable du programme planétaire et puis ensuite de l'observation de la Terre à la NASA, avait donné ce même titre, La Terre, une planète pas comme les autres, à un de ses ouvrages. Mais ça, je ne le savais pas quand j'ai proposé ce titre à l'Académie. Alors, la vie a eu des impacts majeurs sur l'histoire de la Terre. Il y a un peu plus de 2 milliards d'années, en produisant l'activité photosynthétique des cyanobactéries a produit l'oxygène, donc il a modifié la concentration, la composition de l'atmosphère. Sur cette figure, vous voyez l'évolution de la population mondiale depuis 65 000 ans. Alors, il y a à peu près 50 000 ans, il y avait à peu près 1 million d'humains. Il y a à peu près 20 000 ans, 10 millions d'humains. Et puis aujourd'hui, on est près de 8 milliards. Alors évidemment, Homo sapiens sapiens, comme vous le savez, modifie son environnement, enfin modifie l'environnement de la planète à une vitesse sans précédent dans l'histoire de la Terre. Et l'homme, bien sûr, veut aussi connaître les conséquences de ces changements sur ses activités et sur son mode de vie. Alors pour ça, il faut des modèles de prévision. Et ces modèles de prévision impliquent qu'on comprend les processus qui sont à l'œuvre, et sur la planète, c'est extrêmement compliqué. Donc ces processus, il faut les observer, et pour les observer, il faut des données. Et l'observation spatiale est clairement au cœur de ces questions, pour des raisons évidentes, mais que je me rappelle quand même, puisque les observations sont globales, elles ignorent les frontières, et ça c'est important. Ce qui est aussi important, c'est qu'elles couvrent des régions difficiles d'accès comme les pôles et les déserts, ou les zones de conflit, et donc elles nous fournissent une vision synoptique des phénomènes. Les observations sont répétitives, homogènes, et couvrent de longues périodes de temps, enfin longues à notre échelle, plusieurs décennies maintenant. Donc on peut détecter des changements, on le fait. Si le satellite embarque différents capteurs, ou si on associe les capteurs de différents satellites en orbite, on peut observer simultanément différents paramètres qui nous fournissent une vision intégrée de l'état du système. Et puis, grâce à l'espace, on peut aussi, outre le fait d'avoir des observations globales, avoir des données en temps quasi réel ou en temps très peu différé, et ce qui est extrêmement important pour le suivi des catastrophes naturelles et de leur gestion. Alors, il y a tout juste 20 ans, l'Union européenne a décidé de développer un grand programme de surveillance de l'environnement de la planète pour la société, en fait, au service de la société. Alors, ce programme, à l'époque, s'appelait GMES, c'est-à-dire Global Monitoring for Environment and Security. Et puis, il a changé de nom. Depuis quelques années, il s'appelle Copernicus. Alors, c'est un grand programme qui, en fait, a 3 composantes. Une composante d'observation au sol, une composante spatiale et des services. Alors, la composante spatiale, qui joue un rôle très important dans le programme Copernicus, elle est opérée par l'Agence spatiale européenne grâce aux satellites Sentinelle, qui sont donc développés et opérés, comme je l'ai dit, par l'ESA, et qui mesurent ou observent la Terre sur absolument toutes les coutures.
Aujourd'hui, il y a 7 satellites Sentinelle qui ont été lancés et d'autres vont suivre dans les années qui viennent. Et ces satellites mesurent, par exemple, la composition de l'atmosphère ou bien les paramètres de l'océan, des terres émergées, les glaces, etc. Alors, les données, en fait, sont ensuite transformées par les services, la troisième composante de Copernicus, en informations compréhensibles et facilement utilisables, même pour des utilisateurs non experts. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir aussi, une grande caractéristique de Copernicus, c'est que ces données sont gratuites et accessibles à absolument tout le monde. Bien sûr, les pays, enfin, des organismes qui soient institutionnels ou privés des pays membres de l'Union européenne, mais aussi en dehors de l'Union européenne. Alors, au moment où ce programme est devenu opérationnel, en 2014, la prestigieuse revue Nature avait préparé un éditorial, dont j'ai extrait cette figure, et écrivait Once its Sentinel satellites are fully operational, Copernicus will probably be the world's most comprehensive Earth observation program. Et c'est tout à fait vrai, et je considère que c'est vraiment une très belle réussite de l'Europe. Alors je vais terminer, puis je voudrais dire pour terminer que l'observation de la Terre depuis l'espace, c'est aussi de la science. Et je dirais même c'est d'abord de la science, puisque toutes ces mesures que l'on collecte, en fait, bon, il est temps que je termine, merci, non, c'est bon, j'ai de l'eau, intéressent bien évidemment la météorologie, ça depuis longtemps, les sciences de l'atmosphère, la composition de l'atmosphère, les sciences de la Terre, la géophysique, on a vu quelques exemples, de façon brève, l'océanographie, la glaciologie, la climatologie. Mais il ne faut pas oublier que de toute façon, l'observation de la Terre depuis l'espace a clairement un double statut, la science d'un côté, les applications, et en fait, ce n'est pas deux choses indépendantes, puisque la science doit alimenter les applications, et dans plein de domaines, on a besoin de connaître tous ces processus extrêmement compliqués qui affectent notre Terre, qui est vraiment un des... On le voit aujourd'hui, un système extrêmement complexe. Donc la science, c'est important, et elle alimente les applications dans beaucoup de domaines. Voilà, je termine. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans un satellite, enfin plusieurs satellites, à vrai dire, et nous avoir donné ces images et cette réflexion qu'on va poursuivre avec une série de questions. Donc, qui souhaite démarrer les questions? Merci beaucoup pour votre exposé, c'était vraiment super. Vous nous avez fait voyager pendant quelques décennies avec des résultats super intéressants à partir de données satellitaires. Quelle est votre vision sur les décennies à venir? Quel type de mission envisagez-vous? Quels paramètres à mesurer? Avec quelle résolution spatiale temporelle? Et quelles possibilités de nouveaux résultats? Oh, c'est une question difficile. Surtout que je la connais, cette dame, et elle connaît la réponse. Bon, si je m'en tiens aux domaines dont j'ai parlé, qui sont mes domaines de compétences, pour moi, c'est évident que tous les systèmes d'observation qui vont suivre le changement climatique, il faut absolument qu'ils soient pérennes. Mais je pense qu'aujourd'hui, les agences spatiales et les pays qui contribuent au financement de ces projets spatiaux l'ont bien compris. Et donc, si on parle de l'altimétrie, par exemple, on a des missions qui sont prévues, alors pas à l'échelle de 20 ans, à l'échelle de quelques années. Donc, il faut toujours maintenir la pression. Il faut que les scientifiques maintiennent la pression vis-à-vis
des agences ou enfin, des décideurs politiques, etc., pour qu'on ait un système d'observation de la Terre pérenne. Tout ce qui touche au climat, mais pas que, toutes les applications à la sécurité alimentaire, au risque sismique aussi, bien sûr. Alors, dans le domaine de l'océan, les systèmes altimétriques, la gravimétrie spatiale, parce que la mission GRACE dont j'ai parlé, c'est vraiment pour moi une mission révolutionnaire. La mission GRACE, je n'ai pas eu le temps de m'étendre beaucoup, mais elle voit tout ce qui bouge, ce qui bouge au sens les redistributions de masse, comment les masses se répartissent à la surface de la Terre et comment elles évoluent. Et avec GRACE, on voit tout, on voit la variation des stocks d'eau, on voit les séismes aussi, le séisme 2004 en Indonésie, on le voit avec GRACE, on voit la fonte des glaces, enfin, etc. Ce genre de mission, lui, il n'est pas forcément pérenne. Et donc, il y a eu cette première mission GRACE qui a été lancée en 2002, qui a terminé sa vie en automne dernier. Il y a une nouvelle mission qui s'appelle GRACE 2, GRACE Follow-on en anglais, qui vient d'être lancée. Après, qu'est-ce qui passera? On ne sait pas. Et le problème pour la Terre, c'est qu'il y a tellement de paramètres qu'on veut mesurer et que tous ces paramètres interagissent entre eux. Et donc, pour comprendre la complexité du système, ce n'est pas un paramètre qu'il faut surveiller sur le long terme, c'est des centaines de paramètres. Donc, il nous faut des systèmes d'observation différents, à la fois spatiaux, mais in situ. Le projet Argo que j'ai évoqué tout à l'heure pour mesurer la température de l'océan, c'est aussi extrêmement important. Et aujourd'hui, par exemple, l'océan Arctique n'est pas couvert parce qu'on ne sait pas encore faire des flotteurs qui vont aller mesurer sous la glace. Et, en dessous de 2000 mètres de profondeur, bon, il y a des gens qui réfléchissent à la question, mais on n'a pas de mesure aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de problèmes observationnels auxquels je pense que les scientifiques ont un grand rôle à jouer parce qu'ils doivent alerter en disant ça, c'est un paramètre extrêmement important qu'il faut mesurer. On ne sait pas grand-chose et on le veut avec telle précision, telle résolution sur le long terme, toujours. Et donc, je pense que nous, on a un rôle important à jouer à ce titre-là. Je pense qu'on le fait. Quand je dis on, c'est la communauté scientifique internationale, bien sûr. Ce n'est pas seulement les Français. Je pense qu'on le fait et que c'est très important. Merci. Une seconde, il y a 3 questions là. Monsieur là, vous-même, voilà. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup pour cet exposé très didactique. Pardon. Je suis là. Ma question porte sur les courants océaniques. Une des images que vous avez présentées montrait des zones rouges au niveau de l'élévation de la mer sur les côtes est de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est dû à la butée de courants océaniques dessus? Et ma question réelle, c'est peut-on évaluer les risques de changement des grands courants océaniques? Alors, je pense que la carte à laquelle vous faites référence, en fait, ce n'est pas une carte de courant, c'est la carte globale qui montrait les disparités régionales de la hausse de la mer. Parce que j'ai montré ensuite une carte de courant dans l'Atlantique Nord, où on voyait le Gulf Stream, avec une zone bleue au nord et plus rouge au sud, et j'ai oublié d'indiquer pourquoi. En fait, c'est parce que superposé au courant mesuré par altimétrie, était indiqué, représenté la salinité des eaux de surface, qui est aussi mesurée depuis l'espace, avec notamment en Europe avec le satellite SMOS, qui est encore un satellite de l'Agence spatiale européenne. Et donc on mesure la salinité des eaux de surface, qui est aussi un indicateur important, notamment du cycle global de l'eau. Parce que quand l'eau est moins salée, en fait, ça veut dire qu'il y a plus de précipitations sur l'océan. Quand elle est plus salée, ça veut dire qu'il y a moins de précipitations. Donc c'est un indicateur du cycle global de l'eau. Après, la carte que j'ai montrée, donc c'était pas les courants marins, c'était donc les variations du niveau de la mer. Alors pour répondre plus spécifiquement à votre question, est-ce que les courants marins pourraient
non pas s'arrêter, mais diminuer d'intensité. Alors oui, c'est une grande question, c'est une des conséquences potentielles du changement climatique actuel, en particulier pour le Gulf Stream, parce que en fait, la circulation à grande échelle dans l'océan, qu'on appelle la circulation thermohaline, elle est animée par en particulier par la plongée des eaux froides et salées au nord de l'Atlantique. Et avec la fonte des glaces, l'eau elle devient moins salée, il y a plus d'eau douce. Et avec le réchauffement climatique, l'eau devient plus chaude, moins froide. Donc cette plongée des eaux salées et froides dans l'Atlantique Nord peut diminuer d'intensité. Donc comme c'est le moteur de cette circulation à grande échelle, et y compris du Gulf Stream, qui est une des branches superficielle de cette circulation, eh bien, les climatologues ont montré qu'au cours des prochaines décennies, suivant l'intensité du réchauffement, cette circulation peut non pas s'arrêter totalement, mais diminuer d'intensité. Avec, pour le climat de l'Europe, effectivement, des conséquences, puisque c'est le Gulf Stream le Gulf Stream et sa continuation vers l'Europe occidentale, qui joue un rôle dans le climat régional de l'Europe, de nos régions en fait. Merci Madame pour votre exposé riche et fécond. Alain Cognards. On sait d'après les astrophysiciens que le centre de gravité de la Terre est garanti par la bonne distance de la Terre à la Lune. Or, on s'aperçoit que la Lune, et c'est très très inquiétant, s'éloigne de plus en plus. Est-ce que ça ne va pas poser un problème de déséquilibre de rotation de la Terre ? Alors oui, vous avez raison. Ce n'est pas un problème de centre de gravité, mais l'influence de la Lune, le couple Terre-Lune, effectivement, a un impact important sur la Terre. D'abord parce que la présence de la Lune freine la rotation de la Terre à cause de la dissipation d'énergie des marées. Donc la durée du jour aujourd'hui c'est 24 heures et on sait par des mesures fossiles, on va dire, des indicateurs paléo que la durée du jour, il y a 400 millions d'années, c'était 21 heures. Et avant, certainement, plus rapide. La rotation de la Terre était plus rapide. Donc la Terre freine. Et on sait pourquoi, on sait très bien l'expliquer. Et pour des raisons de conservation de moments cinétiques dans le système Terre-Lune, eh bien, le freinage de la rotation de la Terre, qu'on observe aujourd'hui, eh bien, fait que la Lune s'éloigne de la Terre à la vitesse d'à peu près 4 cm par an. Et ça, on le mesure directement grâce aux réflecteurs laser qui ont été posés sur la Lune lors des missions Apollo. Donc la Lune s'éloigne de la Terre. Dans un futur très lointain, effectivement, elle passera de l'influence gravitationnelle de la Terre à celle du Soleil, mais je pense que c'est dans très très longtemps et qu'on n'a pas à se sentir concerné. Voilà. Alors, il y a une question de monsieur, une question d'un de nos confrères, Guylain Marcelli, et puis une question de vous, monsieur, derrière, je crois. Merci. Donc, posez votre question. Merci de votre exposé. J'ai été frappé dans votre exposé à propos des fonds océaniques, mais c'était peut-être uniquement un exemple, de l'espèce de dialectique entre le civil et le militaire. Et je voudrais savoir si ça existe toujours, s'il y a une sorte de comment dirais-je, d'avancées qui peuvent être faites grâce à des programmes qui sont essentiellement à vision de défense et puis qui passent dans la communauté scientifique d'une façon plus large parce qu'il y a aussi des avancées dans le domaine civil, voilà, donc le civil et le militaire. Deuxième élément, vous avez souvent fait référence, me semble-t-il, à des programmes scientifiques et à des résultats qui étaient soit américains, soit européens. Il m'a semblé que la Russie était quasiment absente du tableau, et puis surtout on ne voit pas... La Russie, oui. Et surtout on ne voit pas le nouveau venu qui est la Chine. Oui. Et moi je suis plutôt économiste, alors je me dis l'argent c'est quand même plutôt en Chine, enfin les taux de croissance en tout cas
la manne budgétaire, elle n'est pas en Europe et elle n'est pas aux États-Unis. La manne budgétaire à venir, elle est très clairement en Chine. Alors, pour réponse à la première question, l'exemple emblématique, c'est le GPS, qui a été développé par les militaires américains et puis qui est devenu dans le système civil. Et vous tous, nous tous ici, on utilise le GPS sur nos smartphones. Et puis maintenant, il y a le système européen Galileo, quand même, il ne faut pas l'oublier, qui est un système complètement civil. Et puis il y en a d'autres, il y a les Russes et justement les Chinois qui ont aussi développé des systèmes de positionnement équivalents. Le plus performant, dit-on aujourd'hui, c'est Galileo. Mais il reste que le GPS est extrêmement important et va le rester longtemps. Donc ça, c'est l'exemple emblématique. Il y a l'exemple que j'ai donné sur la topographie des fonds marins. Après, dans le domaine de l'observation de l'imagerie optique ou radar à très très haute résolution, c'est-à-dire meilleure que le mètre, pour des raisons de sécurité nationale, il y a des données qui resteront toujours inaccessibles à la science. Et ça, on peut le comprendre quand même aisément, même si les scientifiques, pour certaines applications, et en particulier mes collègues qui travaillent sur les problèmes de tectonique et de déformation aux frontières, voudraient absolument avoir des images à très très haute résolution, meilleures que 50 cm, pour voir un peu comment les failles se déplacent, etc. La deuxième question, alors oui, bien sûr, il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis qui ont un programme spatial, il y a plein d'autres pays, il y a l'Inde, et puis il y a le Japon, et puis il y a surtout la Chine. Mais tous les exemples scientifiques que j'ai montrés, en fait, ont quand même été obtenus majoritairement par les scientifiques européens et les scientifiques américains, nos collègues américains. Alors la Chine... en particulier dans le domaine de l'océanographie, elle a un programme qui est absolument équivalent à tout ce que l'Europe plus les États-Unis ont développé jusqu'ici. C'est absolument fantastique. Alors peut-être avec des précisions quelquefois un peu moins bonnes. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir développer les collaborations. Et je pense que ça démarre. Peut-être que... ma collègue, Miohara Mandea, veut faire un commentaire parce qu'elle connaît la réponse à la question. Mais je pense que dans un futur proche, oui, il y aura des... Et puis, il y a des missions en collaboration qui sont aussi développées entre la France et les Chinois. Par exemple, une mission pour étudier les vagues qui va être lancée, je ne sais plus quand, je ne me rappelle plus quand, prochainement. Donc, oui, on a des exemples et je ne sais pas si tu veux faire un commentaire. Oui, en fait, il y a une forte collaboration entre la France et la Chine, déjà par CEFOSAT, donc c'est le satellite qui partira cette année pour... cette année, d'accord. Oui. Pour voir... pour étudier les vagues. Et puis, évidemment, on a des coopérations avec d'autres pays, surtout ce qui est observation de la Terre. Pour la partie optique, c'est vrai que les données militaires restent sous secret, mais il y a des zones quand même où ces données sont accessibles aux chercheurs, et je pense aux satellites Pléiades, les deux Pléiades, le satellite français, et qui sont des images qui sont utilisées par les chercheurs, surtout après des gros risques sismiques, par exemple. Je pense au tremblement de terre de Népal, ces images ont été énormément utilisées. Ou Haïti, par l'exemple d'Haïti aussi. Oui, il y a Haïti aussi, oui. Haïti. Merci. Monsieur Guylaine Marcilly. Merci Annie pour cet excellent exposé, cette clarté de ton exposé. J'avais trois petites questions rapides. La première, est-ce qu'en temps réel, avec les mesures d'élévation de la surface de la mer, on peut détecter des tsunamis? C'est quelque chose qui serait utile, puisque oui, la vitesse de propagation d'un tsunami est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par heure. Donc, si on pouvait prévenir qu'il y ait... Deuxième question, est-ce qu'on peut mesurer par satellite, je dirais, la diminution de la surface des glaciers, autrement dit, voir la fonte des glaces par altimétrie spatiale? Et ma troisième question, si le temps le permet, maintenant, évidemment, je l'ai oublié. Donc, on reste à ces deux questions-là. Alors, oui, la réponse à la première question des tsunamis, oui. On a l'exemple du tsunami de 2004 qui a traversé, qui est allé de l'Indonésie
qui a traversé le Pacifique. Et effectivement, on l'a vu, mais on n'a pas pu le prévoir avec les satellites. Ils l'ont vu en temps quasi réel et on a constaté après la propagation de l'onde de tsunami à travers le Pacifique. Non, alors j'ai dit une bêtise là. C'est pas le Pacifique, c'est l'océan Indien. Excusez-moi. Est-ce qu'on aurait pu prévenir les Indiens voilà, de l'arrivée? par contre, il y a un système de prévention basé sur des marégraphes qui sont implantés le long des côtes et qui détectent en temps quasi réel, effectivement, la possibilité d'un tsunami après un grand séisme. Mais avec le satellite, alors c'est quand même très important parce que grâce à ces observations de la propagation de l'onde, les modèles de compréhension des tsunamis, notamment ceux qui sont développés en France par nos collègues du CEA, ont été grandement améliorés. C'est un exemple. Alors pour les glaciers, la réponse est oui aussi. Avec le satellite, la mission GRACE, on peut mesurer, même si c'est des objets assez petits, on peut mesurer la perte de masse de glace. Et puis il y a d'autres systèmes basés sur l'imagerie optique. En comparant des images à 2 dates différentes, on peut voir de combien le satellite a diminué en longueur et on peut aussi déterminer les variations d'épaisseur. Donc oui, j'ai même des collègues dans mon laboratoire qui travaillent activement sur ces questions. Bon, nous allons, je crois, sur cette analyse précise, je voudrais encore une fois remercier Annick Cazenave. Je pense qu'on peut l'applaudir. Vraiment pour, merci à vous.